Bonjour, bienvenue à la conférence sur les grandes écoles de commerce. J'ai autour de moi deux intervenants de grandes écoles de commerce. Donc, je vous présente Clément Robin de l'ESCA, à ma gauche, et Monsieur Ponté de Brest Business School, qui vont intervenir tous les deux, donc à double voix, sur ces grandes écoles de commerce qu'on retrouve en France, qui sont très très nombreuses, donc au nombre de 150, qui recrutent au niveau bac, au niveau bac+2, donc à travers des classes préparatoires aux grandes écoles, BTS, au travers des BUT, mais aussi sur d'autres formats, donc en concours propre. Alors pour un peu adapter notre discours, on aimerait savoir s'il y a beaucoup d'élèves de lycéens dans le public pour adapter un peu ce discours. Si vous pouviez lever le doigt, les lycéens, vous voyez ? Ok. Donc je laisse la parole à Monsieur Ponté, donc qui va nous définir ce qu'est une grande école. Bonjour à tous. Alors, les grandes écoles en France, il y a trois catégories. Il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les écoles de management ou de commerce. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pareil en fait. Et puis il y a quelques autres écoles type architecture, sciences politiques, etc. etc. Il y a 250 écoles qui font partie de ce qu'on appelle les grandes écoles françaises. Toutes ces écoles sont à la conférence des grandes écoles, qui est une association qui regroupe ces écoles-là. Et dans ces 250, vous avez à peu près 200 écoles d'ingénieurs, vous avez exactement 38 écoles de management, et vous avez une douzaine d'écoles autres. Donc ça veut dire que sur les 400 écoles de commerce qui existent en France, il y en a 38 qui sont à la conférence des grandes écoles et qui sont considérées comme des grandes écoles. Alors je le dis parce que grande école, ce n'est pas une marque déposée. Et donc, on peut lire ici ou là d'autres écoles qui s'affichent ou qui affichent des programmes grande école, alors qu'en fait, il n'y a que ces 38 écoles qui sont réellement à la conférence des grandes écoles. Alors, c'est important, parce que, alors évidemment, l'ESCA Angers, et nous, on y est. Pour y être, il faut répondre à un certain nombre de critères, et on va revenir dessus. On a des concours systématiquement pour y rentrer, on a un corps professoral permanent, on a des équipes qui accompagnent les étudiants dans leur recherche et départ à l'étranger. On a des séjours étrangers qui sont obligatoires, le ministère nous l'impose, et à juste titre. On a des équipes qui accompagnent les étudiants pour la recherche de stages, d'alternance ou autres. Donc il y a tout un schéma, un modèle commun à toutes ces écoles-là. On candidate à la conférence des grandes écoles et on est accrédité ou pas. Donc vous avez dans la liste que vous connaissez, c'est HEC, SCP, ESSEC, donc Schema, nous, Rennes. Je crois qu'il y a sur le salon, il y a Audencia et l'ISG qui sont là aussi. Voilà. Et donc, effectivement, ces 38 écoles, en particulier, ont des diplômes, et là c'est extrêmement important, ont des diplômes qui sont des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. C'est-à-dire le visa, en fait, c'est le visa du ministre via son recteur d'académie qui signe le diplôme. Donc les diplômes de nos écoles sont des diplômes de la République française, du ministère, signés par le recteur, c'est-à-dire qu'ils sont équivalents, totalement équivalents, exactement équivalents à un diplôme de l'université. C'est très important puisque ce diplôme-là visé, pour un étudiant boursier, lui permet de continuer à avoir des bourses. Pour un étudiant qui part en séjour à l'étranger, lui permet de partir via Erasmus, parce que ce visa-là nous permet d'être dans des schémas Erasmus. Et pour une poursuite d'études, ce type de diplôme permet toutes les poursuites d'études en France et à l'étranger. A contrario, ça veut dire que quand on n'est pas dans des diplômes visés, eh bien, on n'a pas toutes ces possibilités-là. Donc c'est extrêmement important, je pense, de débuter par cette catégorisation. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Non, là, je pense que vous avez tout dit dans les grandes lignes. Donc, on va parler du déroulé des études, Oui. Le recrutement et le déroulé des études. Donc, moi, je vais commencer, puisqu'à l'ESCA, en fait, on propose 2 programmes. Et ces 2 programmes-là sont accessibles post-bac. Donc, on a un programme grande école qui se déroule en 5 ans, et on a aussi un programme bachelor qui se déroule en 3 ans. Donc nous à l'ESCA en tout cas et pour d'autres écoles comme par exemple l'IESEG à Lille, donc pour prendre grande école on recrute sur le concours accès
dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc là, c'est vrai que c'est là que le gros de notre recrutement se fait, puisque chaque année, c'est environ 1000 places qui sont ouvertes pour les bacheliers pour intégrer le programme grande école post-bac. Donc en fait, le concours accès, c'est une banque d'épreuves écrites qui est commune à ces 3 écoles-là. Donc sur le concours accès, l'ESCA, l'IESEG donc à Lille et à Paris, et puis également l'ESDES à Lyon. Donc on a des épreuves écrites qui sont communes. L'inscription se fait via Parcoursup. Donc le premier vœu, en fait, c'est le vœu du concours accès. Et après, c'est le candidat qui choisit s'il décide de présenter le concours pour une, 2 ou les 3 écoles du concours accès. Et les sous-vœux, ce sont les campus pour les écoles, en l'occurrence comme l'ESCA et l'IESEG, qui sont multicampus. Est-ce qu'il y a d'autres banques d'épreuves que Accès? Alors, on a aussi la banque Sésame, puis aussi tout ce qui va être écrit-com pour les bachelors. Et sinon, après, on a aussi des concours propres pour les écoles. Donc il y a un deuxième modèle qui existe. Donc le modèle cité par mon collègue, c'est le système de 5-6 écoles parmi les 38 dont je parlais qui ont un grade de master mais en 5 ans. Et puis donc les autres, qui sont majoritaires, sont des écoles qui ont un programme master en 3 ans, l'année L3 et les 2 années de master M1 et M2. Pour ces écoles-là, il y a 3 voies d'accès sur le programme grande école. La voie classique, historique, qui est la classe préparatoire. Donc le jeune fait une classe prépa en 2 ans, il se prépare au concours et va passer un concours pour ces écoles. Il y a 2 banques qui existent. Il y a la banque Écricom que vous venez de citer et il y a la banque commune d'épreuves, la BCE, qui représente d'autres écoles. Donc le jeune est en classe prépa. Pendant 2 ans, il est préparé aux 2 concours. Il passe les 2 concours. Il va avoir un certain nombre d'admissibilités, ce qui l'entraînera à passer des oraux. Et ensuite, il aura des admissions et il rentrera dans une des écoles pour faire 3 ans d'école. Donc il aura fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école. Pour info, les prépas ici sur le territoire, donc évidemment c'est Kérichen, c'est le lycée Jules Lesven avec une prépa techno, c'est Lorient du Puy-de-Dôme, il y en a une en éco je crois à Saint-Brieuc, à Rennes vous avez Châteaubriand et Saint-Vincent et vous avez aussi une prépa techno à Rennes. Donc sur la Bretagne, voilà à peu près l'ensemble des classes préparatoires. Autre modalité pour rentrer dans un programme grande école, l'admission sur titre, le bac plus 2. Donc avant c'était BTS IUT, maintenant je pense que les IUT, les jeunes d'IUT iront tous à la 3e année, le but en fait. Donc ça veut dire que les jeunes de BTS peuvent effectivement postuler dans un programme grande école d'une de ces écoles-là. C'est plus rare, mais c'est possible, hein, donc ça dépend. Là c'est un concours, hein, c'est évidemment pas le même concours que pour les jeunes de prépa. Il va passer ce concours-là. Le parcours de l'étudiant, son projet est important dans ce cadre-là, puisqu'en fait, la question c'est pourquoi, s'il veut faire une grande école, pourquoi il a fait un BTS. C'est tout à fait possible et donc il faut l'expliquer. Donc il y a des préparations dans toutes nos écoles, je pense que c'est pareil à l'ESCA, il y a des préparations au concours. Il y a une autre voie d'accès au programme grande école qui devient majoritaire depuis la réforme européenne, c'est l'entrée en Master 1. Donc là, les étudiants vont faire 3 ans avant de passer les concours pour entrer dans nos écoles. Donc ça veut dire qu'ils ont fait une licence à l'université, qu'ils ont fait un bachelor dans nos écoles, et puis qu'à l'issue du bachelor, ils repassent un concours pour ensuite rentrer dans les programmes master pour faire 2 ans. Donc c'est un modèle qui historiquement était un modèle 2 plus 3, prépa plus 3 ans, qui se transforme petit à petit en modèle 3 plus 2. Quand on a fait un BUT, donc c'est possible d'intégrer directement la formule du master après? Donc tout à fait. Quand on aura fait un BUT, on est diplômé d'un diplôme Bac plus 3 de l'État français pour le coup, puisque c'est via l'IUT. Et donc on peut candidater aux écoles. Alors sur les écoles, là, les concours, c'est... il y a 6-7 écoles qui sont regroupées dans ce qu'on appelle une banque Écricom, qui ont un concours qui s'appelle Tremplin dans ce cadre-là. Et donc ils peuvent passer. Il y a quelques écoles il y en a 5-6 qui sont regroupées dans un autre concours qui s'appelle Passerelle, mais la majorité des écoles aujourd'hui a son concours propre. Donc nous, on a un concours indépendant. Audencia, qui est sur le salon, a son propre concours. L'ISG a son propre concours également sur ses admissions post-Bac plus 3. Est-ce que ces concours sont payants? Alors je laisserai la parole à mon collègue pour l'ESCA.
tous les concours sont payants dans les écoles, mais sont... Alors, pour l'ESCA, je ne sais pas, pour le coup, mais pour les écoles de la Banque commune d'épreuves, à chaque fois que l'étudiant est boursier, les concours sont gratuits. Et ensuite, les concours sont payants. C'est variable en fonction des écoles. Nous, à Brest, les concours, c'est 100 €. Donc, boursier, c'est 0 €. Si on est non boursier, c'est 100 € pour passer effectivement le concours. Je crois que les écoles sont à peu près dans ces eaux-là. Et pour les SCA, du coup, pour le concours accès, donc on est à 190 €. Que vous présentiez le concours pour une seule école ou pour les 3. Et pour les boursiers, ce sera 50% sur ces frais de concours. Je pense qu'on a fait le tour des recrutements. On va peut-être aborder le déroulé des études, donc les spécialités qu'on peut trouver dans ces grandes écoles de commerce. Si vous pourriez nous expliquer, quand on fait une école de commerce, on se forme à quoi? Alors, le mot commerce, en fait, le mot commerce, historiquement, les écoles de commerce sont devenues des écoles de management. Je vous disais tout à l'heure que c'était la même chose. En fait, à l'origine, les écoles de commerce, c'était les écoles qui préparaient les étudiants à travailler dans une activité commerciale. C'était pas j'ai une fonction commerciale, c'était pas des fonctions de vente. C'était une entreprise qui fait du commerce. Eh bien, elle achète des produits, donc il y a des métiers d'acheteur. Elle fabrique, elle peut fabriquer des produits, donc il faut des gestionnaires de ressources humaines. Elle va vendre des produits, donc il faut des gens qui font du marketing, il faut des gens qui font du commerce. Elle va faire de la gestion de tout ça, donc il faut des comptables, des financiers, etc. Donc c'était tous les métiers qui étaient finalement tertiaires, tous les métiers tertiaires qui tournaient autour de l'activité commerciale sans spécifiquement dire que c'était de la vente. Donc aujourd'hui, on préfère appeler ça des écoles de management, et je précise que c'est le mot management, le terme anglais, hein, donc gestion en fait, ce qui fait qu'on fait de la gestion des ressources humaines, de la gestion comptable, de la gestion des opérations, etc. etc. Donc ça reste toujours ces métiers-là, donc il y a une palette énorme de métiers à l'issue de nos écoles. Et alors donc ça se prépare. Alors sur un programme master, c'est pareil, l'ESCA a un modèle en 5 ans, donc il expliquera. Nous, sur notre programme master qui est en 3 ans, les 2 premières années, c'est un tronc commun. On voit l'ensemble des dimensions managériales. Et la dernière année, c'est une année de spécialisation où on va avoir des spécialisations marketing, commerce, logistique, contrôle de gestion, audit, finance, etc., etc. Attention, dans les écoles, il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des bachelors, donc les programmes juste post-bac en 3 ans. Donc dans ces programmes-là, on est déjà plus spécialisé. Nous, à Brest, on en a 2. On en a un en management international. Donc très clairement, il est très orienté international. Alors, on voit bien sûr de la compta, de la gestion, du marketing. Mais il y a un tronc commun pendant 1 an avec l'autre bachelor. Mais très vite, on va se spécialiser sur de la finance internationale, du droit international, etc., etc. Et puis surtout, les étudiants, on va y revenir après, vont avoir des départs à l'étranger dans leur cursus. Et sur notre autre bachelor, e-business et marketing, bon, comme son nom l'indique, il est très orienté fonction commerciale, marketing, et en particulier marketing et fonction commerciale d'aujourd'hui, c'est-à-dire lié au e-business qui est présent partout à la transformation numérique. Donc dans les bachelors, la spécialisation elle est quasiment inclue dans le bachelor, alors que le programme Grande École, c'est vraiment un programme généraliste qui ensuite permet une spécialisation. Un peu comme l'université, c'est généraliste au début, et plus les années passent, plus on se spécialise. On fait des choix d'options, de spécialités, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y a un socle, fondamental commun à tous les étudiants, à tous nos programmes. Tout étudiant, même si un jour il doit aller vers le marketing et faire une carrière dans le marketing, il a besoin de connaître de l'économie, il a besoin de connaître de la comptabilité, du contrôle de gestion, des budgets, etc. etc. Les écoles, alors c'est une grande différence d'ailleurs, et c'est ce qui fait que nos titres sont accrédités par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est sûrement la différence avec d'autres titres de l'État français qui sont des titres RNCP du ministère du Travail. C'est que nos formations préparent les jeunes à leur premier emploi, mais aussi à faire une carrière. Donc les spécialisations, c'est globalement pour le premier job, et tous les fondamentaux généralistes, toutes les autres dimensions, c'est ce qui va permettre d'évoluer ensuite dans sa carrière. Alors qu'un titre RNCP, il est vraiment focalisé sur un métier. Pour ce qui concerne d'autres spécialités, donc on a vu vraiment les dimensions très généralistes des fonctions au sein d'une entreprise. Est-ce qu'il y a
on peut trouver d'autres spécialités dans les écoles de commerce. Je pense à la finance ou enfin. Alors oui, et puis du coup pour rebondir sur ce que vous disiez, donc nous on est vraiment sur un format 5 ans, donc pour le programme Grande École. Donc en fait c'est divisé en 2 cycles, donc c'est 3 ans plus 2 ans. Donc on pourrait presque dire qu'en fait la prépa elle est intégrée. Le but des 3 premières années en fait c'est d'avoir une acquisition graduelle en termes de compétences. Donc là on est vraiment sur 3 ans de tronc commun pour tous les étudiants du cursus. Et là l'idée pendant ces 3 années c'est de pouvoir explorer de nouveaux domaines, découvrir de nouvelles matières. Donc les étudiants vont avoir des cours de management de projet, des opérations, des cours de gestion, un peu de cours de finance aussi, des cours de négociation, de stratégie, des cours de langue aussi qui prennent un aspect important. Voilà, toute la partie mathématique, mais plutôt appliquée à la gestion, donc comme je disais, la comptabilité, des statistiques, des probabilités. Et donc là, l'idée pendant ces 3 ans, c'est vraiment que les étudiants puissent explorer, puissent voir aussi dans quoi ils sont à l'aise, dans quoi ils se projettent, pour que quand ils arrivent sur la 4e année et qu'ils doivent faire un choix de spécialisation, ce choix-là, il puisse se faire de manière évidente et puis pas par dépit. Donc aussi il y a des périodes de stage, mais je pense qu'on y reviendra après, qui sont là pour les aider. Et donc en termes de spécialisation, c'est assez similaire. Effectivement, on va avoir tout ce qui va être management, marketing, tout ce qui va être logistique aussi. On a aussi à l'ESCA et à l'IESEG aussi, là c'est les exemples qui me viennent, une spécialisation en finance pour pouvoir après travailler dans tout ce qui va être domaine de l'audit, dans le domaine bancaire, dans la finance d'entreprise par exemple. Donc vous avez évoqué les stages, donc il n'y a pas que de l'enseignement académique, il y a aussi des périodes de stage. Combien de périodes de stage? Est-ce qu'il y en a chaque année? Oui. Nous, on a des périodes de stage obligatoires à la fin de la 1re et de la 2e année, de 2 à 4 mois que les étudiants font en France ou à l'étranger. Ça, c'est vraiment selon le projet et le profil. Et puis après, on va aussi avoir des stages en master, si c'est des masters qui sont suivis format classique et pas en alternance. Donc un stage en 4e année de 2 à 4 mois ici, puis le stage de fin d'études sur la 5e année avec la rédaction du mémoire de fin d'études en parallèle. Pour les stages, donc toutes les écoles fonctionnent de la même façon, des stages Oui, c'est probablement une différence qui s'atténue aujourd'hui, mais avec l'université. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'université, il y avait probablement moins de stages, ou en tout cas, ils n'étaient pas obligatoires, c'était possible, mais pas obligatoire. Dans nos écoles, la dimension professionnelle est absolument obligatoire, hein, ça fait partie des conditions de diplôme. Donc, on va retrouver cette expérience en entreprise par obligation. Dans nos bachelors, nous on a un bachelor en management international où l'étudiant à l'issue de son programme de 3 ans aura effectué au moins 7 mois en entreprise avec un stage en fin de chaque année. Le deuxième bachelor, il doit justifier d'1 an en entreprise, mais c'est un bachelor qui est en alternance sur la fin, donc c'est plutôt via l'alternance qu'ils vont faire leur année d'entreprise. Et sur le programme Grande École, les étudiants doivent aussi justifier d'1 an en entreprise, alors au travers soit de différents stages, fin de 1re année, fin de 2e année, fin de 3e année, ou alors là encore via l'alternance qui peut être faite en 12, 18 ou 24 mois en fonction du projet de l'étudiant. Mais c'est fondamental évidemment dans l'acquisition des compétences, et probablement que c'est un élément très marquant des taux d'insertion qu'on a dans nos écoles. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on a comme ingrédient dans nos programmes, ce qu'on met en place en pédagogie, etc., et ces dimensions-là, à l'arrivée, ça fait des taux d'insertion qui sont quasiment dans les écoles de 100% 2 mois après la diplomation, quoi. Vous parlez beaucoup, tous les deux, de l'alternance. À partir de la combienième année, à partir de quand peut-on envisager de l'alternance au sein de vos établissements, de vos écoles? Donc nous, pour le programme Grande École, ce sera à partir de la 4e année, donc sur le cycle master. Donc on a 17 masters à proposer, dont 9 qui sont disponibles à l'alternance. Et puis pour le bachelor, ce sera en 3e année. C'est-à-dire un petit peu une petite différence que je pourrais relever. Sur notre bachelor à l'ESCA, on a 2 ans de tronc commun et une spécialisation en 3e année. Et donc là, on a une spécialisation notamment marketing et commercialisation qui se suit uniquement en alternance. Voilà. Donc c'est vrai que faire un stage en dernière année ou de l'alternance dans les dernières années facilite grandement l'insertion. Bien souvent, les entreprises conservent leurs alternants. Ce qu'on a pu observer, en tout cas l'année dernière, chaque année en fait, on fait des enquêtes premier emploi auprès des diplômés. Et l'année dernière, donc sur le programme Grande École, c'était 80% de la promotion qui avait signé un contrat avant la fin de leurs études, donc notamment par le biais de l'alternance, parce qu'ils sont déjà formés, ils ont les compétences.
Et du coup, ça permet de continuer avec l'employeur. Donc, ça rassure les parents. Dans votre établissement Alors, nous, c'est carrément, j'ai presque envie de dire, la spécialité de BBS, puisqu'en fait, on a été la deuxième école française à créer des parcours en alternance en 1996. C'est très vieux. À l'époque, c'est important parce qu'aujourd'hui, et tant mieux, tout le monde sait qu'un parcours en alternance, c'est un parcours qualitatif. Moi, j'étais prof à l'école en 1996. Quand on a ouvert la section d'alternance, il y avait 9 étudiants. C'était le tout début. C'était les 9 mauvais. Aux yeux de leurs collègues, c'était les mauvais, c'était les apprentis. C'était très péjoratif d'être apprenti à ce moment-là. Ils étaient tout aussi bons que les autres, ils ont fait de très belles carrières, il n'y a aucun souci. Et en fait, nous, on en a fait un modèle sur lequel on s'est appuyé pendant des années. Et aujourd'hui, dans notre programme master, on a à peu près 80% de nos étudiants de dernière année qui sont en alternance. C'est-à-dire qu'on en a fait un modèle majoritaire. Toutes nos spécialisations sont ouvertes à l'alternance. En fait, on est plutôt dans ce modèle-là d'acquisition de compétences à l'école, mais aussi en entreprise, avec des enseignants, mais aussi son tuteur professionnel, etc. etc. Donc c'est possible évidemment juste en dernière année et fin de deuxième année, ou sur les 2 dernières années. La loi impose que ce soit diplômant. C'est un contrat de travail. Alors peut-être le préciser. L'alternance, c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses. Là, tous les deux, on était en train de parler de ou contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, c'est-à-dire des contrats de travail français, du droit français, régis par le ministère du Travail, et hyper protecteur pour l'étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux, je pense, d'être en alternance que d'être obligé d'avoir des petits boulots le soir, le week-end, parce que les petits boulots, c'est pas forcément dans votre domaine, alors que l'alternance, c'est forcément en lien avec vos études. Et puis les petits boulots, votre employeur, s'il vous demande de venir travailler un peu plus le week-end, l'école, c'est autre chose pour lui. Alors que là, c'est lié, ce sont des contrats tripartites, c'est lié, on doit avancer tous ensemble pour mener le jeune au diplôme. Ça présente aussi un gros avantage pour les parents, c'est le financement de l'école. Alors c'est évident, c'est un avantage financier, on reparlera peut-être du coût des études, mais pour le coup, là, c'est l'entreprise qui va prendre en charge les frais de scolarité, qui va payer un salaire à l'étudiant. Alors c'est lié à l'âge, donc en gros c'est à peu près 1 000 euros par mois. C'est évolutif dans le temps. Oui, en vieillissant, effectivement, voilà. Ils vont avoir un peu plus d'argent. Donc c'est sûr, on ne paye plus ses études, on a un salaire. Donc ça fait rêver. Bon, en contrepartie, c'est dur. Forcément, on fait ses études et on travaille en même temps. Mais les jeunes récupèrent très vite. Certes. Revenir aussi sur le déroulé des études. Donc on parlait des stages, de l'alternance. Vous avez évoqué aussi l'international, les langues. Est-ce qu'il faut être bon en anglais ou est-ce qu'il faut être bilingue en anglais pour intégrer une école de commerce ? Alors bilingue, je ne sais pas, parce qu'après il y a aussi, pour rebondir là-dessus, tous les dispositifs d'accompagnement au sein des écoles pour quelques difficultés qu'elles soient. Mais effectivement, pour le concours accès et puis pour le programme grande école, nous, les 2 points de vigilance qu'on donne, ce sont les mathématiques et l'anglais, puisqu'ils ont un départ obligatoire en université partenaire en 3e année, ce qui veut dire qu'ils passent le TOEFL dès la 2e année. Donc c'est une certification de niveau en langue anglaise, mais effectivement, les cours de langue sont quand même partie prenante du programme. Dès la 2e année, c'est 50% des cours qui sont en anglais et 100% à partir de la 3e année. Sachant qu'après, on a aussi une possibilité, c'est les parcours anglophones pour les étudiants et les candidats qui justifient d'un niveau suffisant et qui permet de suivre l'intégralité des 3 ans ou des 5 ans en anglais. Donc l'anglais, c'est quand même effectivement une part importante du programme et c'est mieux d'arriver avec de bonnes bases. C'est pareil dans toutes les écoles ? Alors, je vais commencer comme ça va être un peu radical, mais en fait, vous ne pouvez pas avoir un master, un vrai master du ministère, sans être parti à l'étranger. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche estime qu'un jeune Bac+5 dans les domaines managériaux doit être parti à l'étranger. Et donc nous, quand on est audité et qu'on va au ministère pour que le ministère nous autorise à délivrer le grade de master, si on ne met pas dans nos programmes par obligation le fait de partir à l'étranger, on n'aura pas le master. Donc les 38 écoles dont on a parlé envoient tous leurs étudiants à l'étranger. C'est une obligation ministérielle qui se comprend.
On est dans un monde, une économie mondialisée. On travaille tous avec ou des clients ou des fournisseurs ou des collègues étrangers. Donc c'est une évidence en fait de se dire que dans l'éducation qu'on va donner à des jeunes dans nos écoles, puisque l'école c'est fait pour apprendre, ben on va les mettre à un moment donné dans ce départ à l'étranger. Pourquoi on les fait partir en fait? Pour qu'ils quittent un milieu qu'ils connaissent bien, qu'ils s'organisent, qu'ils découvrent une autre culture, qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils rencontrent des difficultés, qu'ils s'adaptent, puis qu'un jour ils reviennent. Et en fait, ça, ils vont le vivre toute leur vie, que ce soit même dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on arrive, on a des collègues qu'on ne comprend pas, on ne parle pas le même discours parce qu'ils ont d'autres métiers. Et toute notre vie, on va être en phase d'adaptation systématique. Donc l'école sert à ça, le départ à l'étranger sert aussi à ça. Donc effectivement, les étudiants vont partir au minimum un semestre à l'étranger. Après, en fonction des programmes, sur notre bachelor en management international, ils partent 1 an en dernière année, ils ont un double diplôme et le programme est totalement en anglais. Donc là, il faut être quand même bon dès qu'on arrive. Ça ne veut pas dire être bilingue, hein, mais il faut être bon pour pouvoir suivre les cours, passer ses examens, avoir ses notes. Et puis forcément, ils vont s'améliorer. Ils sont en classe avec des jeunes qui ne parlent pas le français. Parce que, donc, les pauses, les week-ends, s'ils sont avec leurs copains de classe, ils parlent en anglais. Donc ils vont s'améliorer. Dans le bachelor et business et marketing, il y a un départ à l'étranger obligatoire, il y a de l'anglais aussi, mais c'est moins important puisque ce n'est pas la finalité du programme. Dans le programme grande école, là c'est clair, à l'issue, ils sont capables donc ils ont été à l'étranger et ils sont capables de travailler en langue anglaise dans une entreprise par obligation. De toute façon, l'anglais, c'est la langue du commerce, normalement, au départ. Mais pour tous ces départs à l'étranger, l'école accompagne, propose un certain nombre de pays différents, avec des écoles présentes dans les pays étrangers. Mais vous accompagnez l'étudiant à choisir, à s'installer concrètement, comment ça se passe? Alors, oui, hein, je l'ai dit au tout début, dans nos écoles, on a des services spécifiques, services internationaux, qui sont là pour à la fois trouver des partenaires internationaux, puis à la fois aider les étudiants, les in et out d'Erasmus, ceux qui arrivent dans nos écoles et ceux qui partent. Donc il y a des systèmes qui sont à peu près identiques dans toutes les écoles. Hein, à un moment donné, il y a des vœux d'étudiants qui souhaitent partir ici ou là. Alors, chaque école a sa modalité d'affectation des vœux, mais les étudiants partent. Alors chez nous, ils partent en université partenaire, mais ils peuvent aussi faire leur international via un emploi ou via un stage. C'est pas forcément que universitaire. Et donc ils sont guidés sur tous ces éléments administratifs. Après, ils arrivent dans l'université partenaire. On parlait d'Erasmus au tout début, c'est très normé Erasmus. Hein. Vous avez des correspondants Erasmus dans les deux écoles qui se connaissent. Donc à un moment donné, le correspondant Erasmus de l'école partenaire va prendre en charge nos étudiants. Ils sont inscrits sur des modules, ça s'est fait avant qu'ils arrivent, etc. etc. Tout est organisé et accompagné. Ce que nous ne faisons plus, c'est de gérer le logement de l'étudiant à l'étranger. Parce qu'on l'a fait, ils n'étaient jamais contents. Quand on les logeait en cité universitaire, ils nous disaient « Ouais, pourquoi vous ne m'avez pas mis en centre-ville? Tout se passe dans le centre-ville. » L'ambiance sûrement. Et quand on les mettait en centre-ville, ils nous disaient ouais, « Pourquoi vous n'avez pas mis en cité U? On est à un quart d'heure, etc. » Donc en fait, le plus simple, c'est, après on a les moyens, on les met en contact avec leurs prédécesseurs, et puis ils discutent entre eux, et le prédécesseur leur explique comment c'est, et puis ils font leur choix. Voilà. Mais bon, il y a de l'accompagnement des écoles, évidemment. Je suppose qu'à l'ESCA, ça se déroule de la même façon. Oui, on les accompagne aussi. Ils sont aussi accompagnés, on leur met à disposition des ressources sur place, que ce soit en termes de résidence ou de logement. Après, on n'attribue pas les logements non plus. Puis on les met effectivement aussi en contact avec leurs prédécesseurs. Et puis, donc, tout ça, c'est similaire. Et puis, pareil pour les étudiants qu'on accueille sur le campus. Il y a toujours des semaines d'intégration, des séminaires de rentrée qui sont mis en place pour les aider justement à s'intégrer et puis à prendre connaissance des lieux. Donc il y a cet accompagnement. Après, l'idée, c'est pas non plus de faire à leur place, mais voilà, ils sont accompagnés. Alors, juste peut-être une précision, une spécificité brestoise, et pas BBS, brestoise grande école. À Brest, toutes les écoles et l'université, donc en lien avec l'université, on s'est regroupés pour avoir un centre de mobilité internationale. Donc là, c'est pour les étudiants étrangers qui viennent dans nos écoles. Au lieu d'avoir chacun notre service, on a tous mis tout ça en commun et du coup, on a un centre de mobilité qui est plus gros, plus compétent probablement, qui accueille tous les étudiants étrangers brestois et qui les aide à intégrer nos écoles ensuite. Qui centralise en tout cas tous les besoins. Voilà.
Alors, on va passer un peu au thème du coût des études. On sait bien que les écoles de commerce sont toutes payantes, avec des prix parfois qui font peur aux parents. Et voilà, comment peut-on alléger cette facture? Comment peut-on faire? Ne pas être effrayé par, par ce coût. Alors, pour l'ESCA, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit pour le programme bachelor ou pour le programme grande école, on a mis en place la modulation des frais de scolarité. Donc, en fait, c'est recalculé en fonction des revenus des parents. Donc, en fait, il y a plusieurs tranches pour chaque programme. Il y a un simulateur en fait sur le site de l'école et ça vous permet d'avoir une estimation du montant de l'année en fonction de vos revenus. Donc pour le programme grande école, ça peut aller de 0 € pour les quotients familiaux qui sont inférieurs à 400 € jusqu'à 12 745 € pour le tarif le plus haut. Donc on a 12 tranches. Et puis pour le bachelor, ça va de 0 € pareil jusqu'à 9 000 € au maximum. Et donc pour tout ça, vous avez les outils en fait directement en ligne. Après, pour le programme grande école, pour le concours, il y a une bourse au mérite en fait qui est mise en place et qui est attribuée aux 10 premiers classés du concours et qui leur permet en fait d'avoir un versement de 300 € par mois toute l'année pendant les 5 ans du programme. Voilà, donc ça c'est un levier qui est mis en place aussi. Puis effectivement, après, il y a tout ce qui est bourse auprès du Crous. Et puis aussi des partenariats avec certaines banques pour avoir, s'il y avait jamais, il y avait quand même besoin de faire un prêt, soit des taux intéressants. Vous avez des conventions avec certaines banques oui. qui permettent des taux d'emprunt c'est ça. très favorables. Oui. Donc de mémoire, la Poste, le Crédit Agricole, on a 4 ou 5 au total. Donc ça aussi, tout est à disposition, toutes ces ressources-là plutôt financières sont à disposition en ligne. Mais ça aussi, c'est effectivement des conventions qui ont été négociées pour que ce soit plus facilitant pour les futurs étudiants. Pour Brest? Alors je vais compléter, mais je vais commencer par dire qu'en France, quel que soit le modèle d'enseignement, un étudiant de master, il y a plein de, les chiffres sont publics, donc vous pouvez les trouver sur Internet. Former un étudiant de master, c'est 16 à 17 000 €. Quel que soit le système, c'est 16 à 17 000 €. Et former un jeune en bachelor, c'est 12-13 000 €. Quel que soit le système. Donc quand on est à l'université, les études ne sont pas gratuites. L'étudiant ne paye pas, mais ce n'est pas gratuit. Ça coûte quand même ou 12 000 ou 17 000 €. Sauf que nous tous, on paye avec nos impôts et c'est le système et c'est très bien, mais ça coûtait ça. Donc pourquoi c'est payant dans nos écoles? C'est là que je voulais en venir. C'est parce qu'en fait, les écoles payent la totalité de leurs charges. On paye notre bâtiment, on paye nos salariés, c'est-à-dire nos salariés administratifs, mais nos enseignants aussi. On paye la totalité des charges de notre école. Et donc forcément, ça devient payant. Mais on a des tarifs. Alors le MEI, presque honte de le dire, parce que ça reste élevé, je suis d'accord, mais donc quand un étudiant de master coûte 17, nous, nos frais de scolarité sont à 11 500, ça veut dire que déjà, on a travaillé, on a fait en sorte de trouver des financements pour financer l'école, pour atténuer les coûts de scolarité et faire en sorte que les coûts de scolarité soient moindres que le coût réel de la formation. Ensuite, ça reste élevé. Donc, on a mis en place un certain nombre de systèmes. Alors, on l'a dit tout à l'heure sur les concours, c'est gratuit pour les boursiers. Quand ils arrivent à l'école, dans nos bachelors, alors, il y en a un qui est possible en alternance 2 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une année à financer. Potentiellement, avec le jeune, avec son salaire, il peut même, pendant ses études, commencer à rembourser le coût de la première année. Sur l'autre, les 3 années sont payantes. C'est à 7 500 €. Donc, c'est un montant qui est élevé malgré tout. Il y a des bourses pour les étudiants qui en font la demande sur critères sociaux et pas que social. Hein. On a un système, nous, c'est social, citoyen et mérite, cumulé en fait. Et sur le master grande école, le coût est de 11 500. Donc un étudiant peut aller jusqu'à 34 500, mais ça peut coûter 5 750 € aussi, si on est boursier et si on fait ces 2 dernières années en alternance. Donc les prix varient dans le grade de master de 5 750 à 34 500, en fonction de ce que l'on fait.
Bon, après, c'est dommage, le cours de finance n'arrive qu'en M1, parce qu'il y a une logique d'investissement quand même dans tout ça. Alors il faut le calculer, il faut le mesurer, mais c'est vrai qu'on peut faire un prêt, faire ses études. Quand on a parlé des taux d'insertion dans nos écoles, on trouve un emploi tout de suite. Les salaires à la sortie de nos écoles, là c'est pareil, vous pouvez aller consulter le site de la conférence des grandes écoles, et vous verrez, il y a un certain nombre de données qui sont affichées. Le salaire annuel moyen, donc on prend tous les étudiants des 38 écoles, est de 38 500 € à la sortie de l'école. Donc vous pouvez comparer ce chiffre-là avec d'autres chiffres que vous trouverez ailleurs sur d'autres systèmes de formation. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable de calculer son retour sur investissement aussi. Hein. Donc vous parliez donc des tarifs, vous parliez pour vous des aides bancaires. Est-ce qu'il y a des fondations? Est-ce qu'on peut avoir peut-être chercher des sponsors ou est-ce que ça existe? Alors, toutes les écoles ont ou des fondations ou des fonds de dotation. Les deux existent. Nous, on a un fonds de dotation avec un système d'aide sociale hein, pour étudiants en difficulté. Cette année, il a surtout servi à accueillir 3 jeunes Ukrainiens d'ailleurs. Donc, ce sont des entreprises qui ont abondé dans le fonds. Je peux citer, hein, entre autres, puisque pour le coup, c'est plutôt très noble. La société Mazar, cabinet d'expertise comptable, a abondé dans le fonds et finance, donc abonde dans le fonds. Et grâce à cet abondement, on finance la scolarité de 2 étudiants ukrainiens qui sont arrivés suite aux événements et qui ont intégré notre bachelor en 2e année. Et donc, qui vont pouvoir suivre les études. Donc, il y a des fonds de dotation. Il y a l'apprentissage, hein, l'alternance qui reste quand même le moyen le plus fréquent et le plus radical aussi, ils financent tout. Et après, il y a des petits boulots aussi. Hein. Les écoles proposent... on a énormément de partenaires entreprises, donc on a énormément d'entreprises qui nous appellent en disant voilà, on a une étude à réaliser, etc. Et donc on a beaucoup de propositions à faire à nos étudiants pour des petits boulots. Donc je pense sur l'aspect financier, on a fait le tour. Est-ce que vous voyez d'autres points à aborder sur les écoles, sur l'insertion peut-être pour vous? L'insertion, ça allait dans le même sens que ce que disait M. Ponté. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur ceux qui signaient déjà quand ils étaient encore en études. Et puis après, c'est vrai que sinon, l'insertion professionnelle est très rapide après le diplôme. Nous, on se base sur une moyenne de 3 mois. L'année dernière, c'était 93% qui étaient recrutés au moins de 3 mois. Donc un très bon taux d'insertion. Ouais. Donc ça a la réputation quand même. Les écoles de commerce ont un taux d'insertion très très positif, hein, avec des salaires qui font parfois rêver beaucoup d'adultes. Alors il y a un sujet dont on n'a pas parlé, donc je peux peut-être le dire, puis après peut-être les questions nous guideront aussi. C'est le corps professoral, la pédagogie dans nos écoles. C'est vrai que c'est important aussi, puisque les étudiants, les jeunes vont vivre. On a des enseignants permanents qui sont des docteurs en sciences de gestion, qui donc ont le diplôme le plus élevé qui existe, qui sont enseignants, qui apportent de la connaissance académique, de la méthode. Et on a aussi, et en général c'est 50-50, des professionnels d'entreprise qui viennent accompagner. Alors c'est important ce dosage, c'est très important ce dosage entre un corps enseignant académique et un corps enseignant plus professionnel, parce que c'est une double approche, double façon de faire, et les deux sont essentiels dans la suite de la carrière. Donc c'est à peu près vrai dans toutes les écoles. Et ensuite, il y a des pédagogies très actives. Hein. Les écoles font beaucoup d'innovations pédagogiques. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment de façon classique dans les salles de classe. Mais quand on enseigne un module sur l'étude de marché, les étudiants vont faire une vraie étude de marché en réel auprès ou d'un demandeur, une entreprise ou autre. Quand on fait un certain nombre d'activités, on peut les envoyer en entreprise, voir. Nous, on a été, peut-être les gens connaissent ici, on a un groupe d'étudiants qui est parti voir l'entreprise Cadio Industrie à Locronan, parce qu'ils ont mis en place du lean management depuis les 10 dernières années, et que ça a quand même transformé ce qui se passait dans l'entreprise. Et de le voir en vrai, ça appuie énormément le discours qui avait pu être donné par l'enseignant après. Donc tout ça, ça existe dans toutes les écoles. Il y a vraiment une pédagogie active, je pense, qui est assez agréable à vivre aussi. Donc un lien fort avec le monde professionnel.
Donc, je pense que notre intervention est terminée. Est-ce que vous avez des questions au niveau du public? Vous parliez du double diplôme quand vous allez faire votre 6 mois à l'international. C'est quel type en fait de diplôme? Qu'est-ce qui peut nous permettre de faire en France ou qu'est-ce qui peut nous permettre de faire les débouchés? Alors, je parle presque sous le contrôle de mon collègue, mais pour le double diplôme, c'est 1 an déjà. Je ne pense pas que vous l'ayez en 6 mois. C'est forcément un départ 1 an et c'est forcément un départ en dernière année. Donc quand vous êtes en bachelor, je vais prendre l'exemple de chez nous, vous passez 2 ans à Brest, voilà, vous suivez vos cours, et en dernière année, donc vous partez chez un de nos partenaires. Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. En deuxième année, il y a des vœux que vous faites. Donc vous avez été mis au courant de tous nos partenaires, vous faites vos vœux, vous êtes affecté sur une destination, vous y allez, et vous allez passer l'année entière, cette dernière année de bachelor, chez le partenaire. Donc nous, on a travaillé avec le partenaire avant, c'est un diplôme qui correspond au nôtre, c'est exactement la même chose. Vous allez suivre des cours là-bas qui remplaceront vos cours brestois. Et comme on sait ce que vous suivez et qu'on sait ce qu'il y a dans ces cours-là, via les ECTS, European Credit Transfer System, en fait, on va récupérer vos notes et ça va venir abonder dans votre dossier scolaire brestois et vous serez diplômé de Brest, à condition de valider là-bas, bien évidemment. Et comme vous faites la dernière année chez le partenaire, lui, il estime, de la même équivalence, que ça mérite le diplôme. Donc vous vous retrouvez avec 2 diplômes. Vous vous retrouvez avec un bachelor en management international de Brest et le bachelor marketing, par exemple, de, je ne sais pas moi, Cardiff, enfin, une multitude de destinations. Alors, ce que ça vous donne en termes de contenu pédagogique, pas beaucoup de plus, si vous voulez, parce que c'est les cours que vous auriez suivis à Brest, mais sur un CV, l'employeur, il voit tout de suite que vous avez quand même un double diplôme, donc vous avez passé 1 an là-bas. Il voit tout de suite que vous êtes adapté à un autre mode éducatif, etc. En fait, la ligne sur le CV veut dire énormément de choses. Après, c'est un intérêt, hein, on en a quelques-uns qui l'ont fait, c'est que quand vous avez ce diplôme-là, bah, vous pouvez aussi poursuivre très naturellement dans l'université où vous étiez à l'étranger. Donc il y en a qui ne reviennent pas, qui restent à l'étranger et qui suivent. Je pense que leur vie privée, ce qu'ils vivent dans la vie privée, fait aussi qu'ils ont envie de rester à l'étranger, mais bon. Oui, tout à fait. Vous avez le double diplôme, vous avez donc les diplômes des 2 pays. Hein. Vous pouvez sortir avec 5 ans d'études et 4 diplômes, en fait. 2 en bachelor et 2 en master. Si vous avez vraiment envie de teinter votre parcours d'international, c'est possible. Vous parliez du CV pour trouver nos stages et nos alternances. Est-ce qu'il y a il y a une aide, on nous prépare à réactualiser nos CV. Est-ce qu'il y a une petite formation Alors, je pense qu'après, ça c'est pareil toutes les écoles, mais effectivement, il y a différents dispositifs d'accompagnement sur différents domaines. Donc nous, on a un service qui s'appelle le Career Center et qui vous accompagne dès la première année. Justement, vous avez des workshops. En fait, vous êtes en petits groupes. Et là, l'idée, ça va être plutôt de travailler sur la méthodologie, justement, comment faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, que ce soit en français, en anglais, mais aussi comment vous apprendre aussi à mettre votre profil, vos compétences en avant, par exemple sur LinkedIn, pour aussi commencer à construire votre réseau professionnel. Donc vous êtes accompagné, et puis c'est pareil, sur les 3 premières années, à la fin du premier cycle, vous avez un projet professionnel personnalisé à rendre, qui rend compte en fait de vos différentes expériences de stage, pour s'assurer entre guillemets, qu'il y ait une cohérence, que la spécialisation que vous visez, par exemple, soit cohérente par rapport à vos résultats, par rapport à vos différents stages. Donc là-dessus, vous êtes accompagné. Toutes les écoles proposent cet accompagnement-là. Je pense que M. Ponté vous le confirmera. Oui. Il y a une vraie logique de parcours, en fait, dans les années. C'est pas que de l'académique. Vous construisez un parcours. Alors, on sait que vous êtes jeune, hein, on sait que l'idée que vous avez au départ, ça va bouger en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est important d'avoir une vision, un chemin, une destination. Vous bougerez, mais enfin, vous en changerez, mais en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est important. Et donc, on travaille avec vous, ça. On travaille votre projet, vers où vous voulez aller. Alors, quand vous arrivez, post-bac, généralement, vous ne connaissez pas les métiers. Donc, on fait beaucoup d'opérations sur la connaissance des métiers, des conférences métiers, etc. On essaye de vous baigner dans tout cela. Vous faites des choix
on travaille avec vous ce parcours durant votre scolarité, et puis toutes les expériences que vous vivez vont venir l'agrémenter. Je vais vous donner un exemple, et en plus c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais j'y ai pensé en écoutant. On n'a pas parlé de l'année césure. Je vais vous donner un exemple très local. Hein. On avait une étudiante de, c'est pas si vieux, hein, c'est il y a 5-6 ans. Étudiante, elle rentre dans le programme Grande École en L3. Elle fait son L3 à Brest, et elle décide de faire une année césure, parce qu'elle voulait absolument faire de l'alternance pour financer ses études. Et puis elle se disait, dans mon année césure, je ferai mon année internationale. Et comme ça, je pourrais faire mon alternance et être diplômé au bout, puisque je vous rappelle que l'international est obligatoire pour avoir le diplôme. Et donc, durant sa césure, elle décide de partir en Nouvelle-Zélande avec son copain. Donc ils partent tous les deux. Alors, moi, j'ai appris, j'ai validé son départ. J'avais un peu oublié, et puis elle m'a surtout tout raconté à la fin. Donc elle décide de partir avec son copain en Nouvelle-Zélande. Ils descendent de l'avion. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont à la chambre de commerce locale créer leur entreprise. Ensuite, ils sortent de la chambre de commerce, ils rentrent dans le magasin d'à côté. C'était un vendeur d'automobiles, et ils achètent un van. Ils venaient de créer, parce qu'ils étaient bretons, ils venaient de créer une crêperie ambulante. Et donc pendant 1 an, ils ont fait les marchés. Ils ont fait le tour de la Nouvelle-Zélande comme ça, en faisant et en vendant des crêpes. Ils ont fait tout leur parcours. À la fin, ils ont vendu le van plus cher que ce qu'ils avaient acheté. Ils sont revenus. Et elle est revenue au bout de ces 8 mois de césure, et elle a commencé à chercher son alternance. Elle avait travaillé son projet, elle voulait travailler dans le milieu bancaire. Elle a été voir Arkea. Elle est arrivée aux entretiens. Quand ils ont vu la ligne césure, crêperie en Nouvelle-Zélande, en gros, ils ne lui ont parlé que de ça. À chaque fois qu'ils lui parlaient de ça, parce que moi j'ai eu l'occasion de parler avec elle de ça, elle avait les yeux qui brillaient. Et évidemment, ils l'ont embauchée tout de suite, parce que quand on a un jeune qui a les yeux qui brillent, qui est créatif, qui a osé partir, etc., on se dit, tant qu'à faire, je vais le prendre dans mon équipe. Et elle a fait ses 2 ans d'alternance. C'est ça, des parcours un peu construits. Il y en a plein, hein, j'ai plein d'exemples, et il y en a plein partout dans toutes nos écoles. Les écoles permettent ça, et ça fait partie du parcours éducatif. On apprend énormément, ça vous aide pour la suite, ça enrichit vos CV. C'est ce qui fait que tout d'un coup, votre CV devient un peu plus intéressant. Sinon, ils ont tous le même CV, les étudiants. Ils ont tous fait 1, 2, 3 et j'ai le diplôme. Voilà. Et justement, vous parlez de l'alternance. J'ai entendu parler qu'on pouvait commencer l'alternance pendant les mois de juillet-août et finir du coup au mois de juin. Quand on fait son année d'alternance. Comment ça se passe, vous? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y en a qui arrivent à avoir des contrats et être pris pendant les 2 mois de juillet-août, et du coup, ils commencent leur alternance en accord avec l'école. Comment ça se passe, vous? Je peux répondre, si vous voulez, ou... Alors, nous, je sais qu'en tout cas, à l'ESCA, donc l'alternance sur le programme master, c'est à partir de septembre, par rapport à la convention qui est signée, puis pour pouvoir respecter le rythme. Donc nous, en tout cas, ça va être à partir de septembre. En fait, c'est réglementaire. Une alternance ne peut pas commencer 2 mois avant le début des cours, mais ça veut dire que ça peut commencer 2 mois avant. Donc si vous démarrez des cours le 1er septembre, vous avez le droit réglementairement de signer un contrat au 1er juillet. Donc on le fait, nous, de temps en temps, mais attention, hein, ça veut dire que sur vos concours, parce qu'on a rappelé au début, on a parlé des concours d'entrée, si vous passez un concours en juin, vous aurez des résultats en juillet, vous ne pourrez pas être en alternance avant d'être admis dans l'école, de toute façon. Donc ça veut dire que, je ne sais pas pour votre concours Accès, je ne me rappelle plus comment ça marche, mais nous on a des concours qui démarrent en mars. On a une journée en mars, une journée en avril, une journée en mai. Un jeune qui passe en mars et qui se dit vraiment, pour X raison, moi j'ai choisi mon école, j'ai envie que ce soit Brest, donc je passe en mars. Dès avril, il sait. Donc nous, dès avril, quand il nous dit je suis admis, je viens chez vous, même avant les cours, on va commencer à l'aider sur son CV, son projet, etc. Et donc, il va pouvoir trouver son alternance avec le réseau de l'école et potentiellement signer en juillet alors que les cours commencent qu'en septembre. Mais c'est lié à la loi, en fait. Hein. Il y a une autre question, au fond, le jeune homme. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur les prix annuels de l'école, des écoles. Les budgets sont importants. Quand il s'agit d'une période de stage, je comprends l'année coûteuse de l'établissement, du corps professoral, des outils utilisés dans les pièces, dans les salles. Par contre, quand il part en stage, l'investissement de l'école, il est moindre, mais l'année scolaire est le même prix.
Parce qu'un étudiant qui part 6 mois à Paris, il y a l'appartement, il y a tout ce qui va avec. C'est un supplément ou c'est inclus dans l'année scolaire? En fait, je pense que c'est pareil dans toutes les écoles, hein. Le coût, c'est le coût des 3 ans et on le linéarise. Donc c'est sûr qu'une année où il a fait 6 mois à l'école et 6 mois en stage, logiquement, elle devrait coûter moins cher. Mais sauf qu'en fait, on a linéarisé le coût global sur 3 ans pour avoir des frais identiques. Bon, et je précise que chez nous, en fait, il fait quand même toute son année et quand il fait les 6 mois, c'est de septembre à décembre. Donc en plus, c'est après. Mais globalement, les écoles linéarisent. Du coup, la scolarité à l'étranger, est-ce qu'ils repayent des frais de scolarité quand ils partent? Non. Dans le système des échanges, l'étudiant paye son école en France et va à l'étranger, il ne paye pas à l'étranger. Et puis l'étudiant étranger, il a payé dans son pays, il arrive chez nous. Alors il peut y avoir des ajouts quand même. Quand vous allez aux États-Unis, en général, vous pouvez avoir un ajout vu le prix de la scolarité aux États-Unis. Donc le partenaire, certains partenaires ne signent des accords que si on accepte qu'il y ait un ajout en plus. Y a-t-il d'autres questions? Bon. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous rencontrer pour cette thématique des grandes écoles de commerce. Je remercie M. Ponté, Brest Business School, M. Robin de l'ESCA Angers. Voilà. Bonne continuation, bonne visite sur Azimut.